Bienvenue donc à toutes et tous pour ce troisième rendez-vous hebdomadaire donc de l'étincelle du NPA. Alors d'abord, j'espère que vous allez au mieux ou au moins mal là au terme de cette quatrième semaine de confinement. Et avant de laisser la parole donc aux trois camarades qui vont introduire la discussion d'aujourd'hui sur des questions scientifiques qui se posent en lien avec la pandémie de coronavirus, je vais dire quelques mots d'introduction pour faire le point politique de la situation. Parce que, en effet, aujourd'hui, dans le monde, on en est à plus de 100 000 morts, plus d'1 million de personnes infectées, chiffre d'ailleurs sans doute en deçà de la réalité, tant le recensement peut être difficile en fonction des pays. Et puis en France, c'est plus de 13 200 morts, dont une véritable hécatombe dans les EHPAD, et qui à ce jour n'a pas un proche ou un proche de proche ou un voisin, un collègue qui n'est pas donc touché par ce Covid-19. Alors, comme vous le savez, Emmanuel Macron doit s'adresser à la nation, comme il dit, demain soir à la télévision, et il est probable qu'il annonce une prolongation des mesures de confinement au-delà du 15 avril et un durcissement de celles-ci. Certains maires ou préfets d'ailleurs ayant déjà pris les devants sur cette question. Et alors que Macron et son gouvernement avaient commencé à nous parler en fait d'un pic de la crise, au-delà duquel s'amorcerait une décrue, là, ils nous parlent maintenant d'un plateau, voire d'un haut plateau, disent-ils. En tout cas, il est sûr que la crise sanitaire est bien loin d'être réglée et que nous ne sommes donc pas sortis du tunnel. J'ai juste un problème, excusez-moi. Hop. Car la situation, effectivement, à l'échelle de la planète est grave, inédite et inquiétante. Toute cette planète qui se trouve en quelques semaines bouleversée et paralysée par un virus à ce jour quasi inconnu et invisible. Et les camarades après moi nous parleront justement des spécificités de cette pandémie à la différence d'autres. Cette partie de la planète, cette planète où on compte aujourd'hui les morts et en premier lieu, mais probablement pas en dernier, on les compte surtout dans la partie la plus riche, l'Europe et les États-Unis. Mais cette planète, elle est bien capitaliste et plus que jamais, c'est ce qui saute aux yeux à travers cette crise. Car si les classes populaires comptent leurs morts, ceux qui la dirigent comptent d'abord leurs sous et leurs profits. Et dès le début de cette crise sanitaire, les décideurs capitalistes, les gouvernants, les patrons, eux, ils se sont tout de suite et d'abord focalisés sur la santé de leur compte en banque, de leur chiffre d'affaires, bénéfices et autres cours en bourse. Alors certes, on le ressasse ça depuis le début de la crise, mais c'est la triste réalité de ce capitalisme dont Marx disait qu'il baignait dans les eaux froides du calcul égoïste. Alors, en effet, d'un côté, là, on nous fait la morale et les gros yeux sur les règles de confinement que, soi-disant, on ne prendrait pas assez au sérieux. Une morale, d'ailleurs, qui se fait à coup d'amende, voire de répression beaucoup plus dure dans les quartiers populaires. Là aussi, encore une fois, montré du doigt, alors qu'il est tellement difficile de rester parqué en ce moment dans des surfaces exiguës, délabrées et sans extérieur. Et puis, dans certaines régions comme en Alsace, les préfets, là, ils viennent d'imposer qu'on ne sorte pas à plus de 2 dans la rue. Week-end de Pâques oblige. Mais ne vous inquiétez pas, le ciel vous le rendra, comme on dit ici en Alsace. Alors, admettons qu'il faille être prudent, certes, mais alors pourquoi on se le demande d'un autre côté, il y a des millions de travailleuses et travailleurs qui sont encore contraints d'aller au boulot pour faire fonctionner des secteurs non essentiels de la société, où là on fait complètement fi de la promiscuité, mais aussi bien souvent on va bosser sans masque, sans protection minimum, ni désinfection des locaux, ni désinfection du matériel. À titre d'exemple, évidemment, les fameux entrepôts d'Amazon là, qui continuent à rassembler chaque jour des milliers de personnes, qui peuvent allègrement sur place, mais aussi dans les transports, là, se frotter les uns les autres. Alors, dans ces lieux-là, on n'a pas le choix, à part celui de faire la grève ou de déposer des droits de retrait, ce qui a été fait ici ou là, ou de se mettre en maladie.
Et les lieux d'exploitation sont finalement les seuls où la loi commune n'existe pas. Ce sont des espèces de zones de non-droit ou de droit patronal, des zones de loi du profit maximum au mépris de la santé publique. Et dès le début de la pandémie, c'est vraiment apparu comme une évidence que leur urgence économique passe avant notre urgence sanitaire. La situation sous haute tension dans les hôpitaux et les EHPAD est sans doute le pan le plus criant et le plus dramatique. Parce que là, donc, en plus de payer chaque jour au prix fort le manque de personnel, le manque de moyens, qui est le résultat en fait de l'incurie de décennies de politiques publiques d'austérité dans la santé, bah là, le manque de masques, de surblouses, voire de blouses normales en ce moment, favorise la propagation du virus dans l'ensemble des établissements de santé, mettant la vie des patients en danger, mais aussi des personnels. Et 14 d'entre eux sont déjà morts à ce stade de l'épidémie, et on en est même à fabriquer des blouses avec des sacs poubelles ou des draps jetables. Et dans cette situation, le gouvernement, alors qu'il promet 345 milliards au patronat, c'est d'ailleurs une manne qui a été votée comme un seul homme à l'Assemblée nationale, du Parti communiste au Rassemblement national, en passant par la France insoumise. C'est à peine 4 milliards qu'il annonce dégager pour les hôpitaux, le tout en appelant à une vaste opération de charité publique, à une espèce de campagne de dons aux héros de la première ligne. Car finalement, c'est vraiment donc avec le patronat que le gouvernement est aux petits soins, et pour cela, il lui a concocté donc ces fameuses ordonnances d'urgence sanitaire là du 29 mars, lui donnant carte blanche pour déroger donc au code du travail, donc possibilité d'allonger le temps de travail jusqu'à 60 heures hebdomadaires, de faire travailler 7 jours sur 7, d'imposer ou au contraire de différer des dates de congés payés, de dicter ou de modifier des dates de RTT, bref. Et en tout cas, il lui a pas fallu longtemps là au patronat pour mettre en application ces ordonnances. Il l'a fait bien plus vite qu'il n'a pu mettre en fait à disposition des soignants quand il l'a fait les stocks de masques qu'il détient depuis des semaines dans des entrepôts. À titre d'exemple, 24 millions de masques pour la Poste, 130 000 pour la seule SNCF du Grand Est. Alors, à la SNCF, justement, la direction tente en ce moment de forcer les cheminots à poser 5 jours de repos compensateur dans la période de confinement. Et certains cheminots, d'ailleurs, se demandent, face aux sacrifices consentis aux soignants, si c'est pas indécent de chipoter pour quelques jours de congé. Mais franchement, est-ce que les patrons, ils ont ce scrupule-là? Certainement pas. Chez Orange, la direction, elle impose, elle aussi, là, de prendre des congés pendant le confinement et interdire de les prendre après. Et puis, pour les grosses boîtes, qui ont fermé leur ligne de production, alors il faut le dire, en grande partie sous la pression des travailleurs qui se sont mis en droit de retrait ou en arrêt maladie, mais aussi parfois sur leur propre envie de la ralentir provisoirement parce que l'offre et la demande de leurs camelotes ont baissé dans la période, comme dans l'industrie automobile par exemple. Et ces grosses entreprises, elles peuvent compter là aussi sur l'État donc, pour payer le chômage partiel, tout en faisant pression pour que la production en fait reprenne au plus vite. Alors là aussi, un petit exemple, chez Renault, la direction, dans la tradition des accords de compétitivité qui avaient suivi la crise de 2008, elle vient de lancer un accord de solidarité et d'avenir. Alors l'avenir à la mode de la famille Peugeot, c'est quoi? C'est un paiement à 100% du chômage partiel, oui, mais par l'État, qui lui paierait 84% du net hors prime, et aussi par les salariés, qui se verraient des jours de congés supprimés, là aussi des réductions d'effectifs, une augmentation de la charge de travail et la précarisation. Alors, franchement, après des années de records de dividendes qui ont engraissé et qui continuent à engraisser les actionnaires ou autres extravagants PDG de Renault, ce serait donc maintenant sous prétexte de relancer l'activité, que les salariés devraient encore là une fois faire des sacrifices. C'est quand même franchement un scandale. Et gageons d'ailleurs que les multinationales de l'automobile vont tenter de profiter de la crise sanitaire aussi pour accélérer les vastes restructurations qu'elles avaient prévues. Alors, chômage partiel aujourd'hui et combien de chômeurs au sortir de cette crise? C'est la question qu'on se pose, car les patrons, là, ils préparent dès à présent en fait, les tours de vis qu'ils tenteront d'imposer aux travailleurs pour faire redémarrer leur machine à profit. Et Macron et son gouvernement les y aident bien par les cadeaux financiers, qui sont d'ailleurs payés par nos impôts et par leurs lois anti-ouvrières et répressives.
Il n'y a qu'à écouter le ministre de l'économie, là, Bruno Le Maire, là, qui claironne dans les médias en ce moment, chaque jour, ses encouragements au patronat avec des phrases comme « je ne promets rien d'autre que du travail et des efforts à la sortie de la crise » ou alors son fameux triptyque qu'il a sorti l'autre jour, « travail, investissement, exemplarité ». Alors, si le monde patronal il se prépare, il s'agit évidemment pour nous, le monde ouvrier, de se préparer aussi, de rester vigilant le plus actif possible pour se défendre comme on le peut en fait dans cette période de confinement partiel. Et depuis quelques années, en particulier sous Gilets jaunes et encore cet hiver par des grèves marquantes, un bras de fer avec le pouvoir et les patrons qui le servent s'est engagé. Et il est fort à parier que la hargne des classes populaires contre eux est loin d'être éteinte. Et il semble même au contraire qu'elle est largement attisée en fait par leur catastrophique gestion de la crise sanitaire. Donc, si le monde du travail est pour une large partie confiné, il n'est certainement pas pour une large partie résigné. Voilà donc pour les quelques mots là pour introduire sur la situation politique. Et puis, je laisse tout de suite la parole pour la première intervention donc à Simon, qui va vous parler donc des aspects biologiques de la réponse immunitaire et des recherches de traitements ou de vaccins donc contre le coronavirus. Ok, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien dans cette période un peu compliquée où les mauvaises nouvelles politiques s'enchaînent les jours après les jours. Alors aujourd'hui, donc l'objectif de cette présentation, c'est pas de faire de nous des épidémiologistes ou des infectiologues à la fin de la journée, mais c'est juste un peu qu'on ait tous un peu les bases pour comprendre comment ça vient une épidémie, pourquoi il y a ces réponses politiques face aux épidémies, et puis quels sont les éventuels traitements qu'on pourrait avoir face à un virus comme le SARS-CoV-2 là, qui est responsable de la Covid-19. Alors déjà, première chose, c'est quand est-ce qu'on parle d'épidémie? Donc pour qu'on puisse parler d'une épidémie au sens de maladie infectieuse, il faut qu'une infection, c'est-à-dire qu'une maladie qui est provoquée par la colonisation de l'organisme par un agent étranger, se soit propagée à un nombre important d'individus dans une population. Donc il faut déjà deux éléments pour caractériser une épidémie. D'une part, une maladie provoquée par l'infection d'un agent pathogène, donc ça peut être une bactérie, un virus ou un parasite, et d'autre part, une manière pour cette maladie de se propager, de se transmettre aux autres individus de la population cible. C'est ce qu'on appelle un vecteur de transmission, et ça, il y en a de toutes les différentes sortes, que ce soit des mammifères, que ce soit des insectes, que ce soit même l'eau ou l'homme. Alors l'infection en elle-même, elle n'a pas forcément besoin d'être mortelle. Il existe un certain nombre de maladies présentes en grande proportion dans la population qui sont complètement bénignes. Donc c'est le cas de la grippe saisonnière. Alors, elle fait des morts, mais rien à voir avec le Covid-19, qui revient chaque année au moment de l'hiver dans les pays de l'hémisphère nord. Mais également, il y a des virus très courants comme l'herpès ou des infections par les champignons comme les mycoses. Donc dans le cadre des maladies infectieuses, l'agent pathogène doit forcément être un organisme vivant ou apparenté au vivant quand on parle des virus. Alors pour une infection, c'est bien parce qu'il est vivant que le pathogène sera dangereux. Il va chercher à assurer une des fonctions primordiales du vivant, c'est-à-dire se reproduire, et cela se fera au détriment de l'organisme infecté. La notion de transmissibilité, donc de contagiosité de la maladie, est aussi très importante quand on parle des épidémies, puisque avec l'émergence des traitements contre les maladies infectieuses dans la première moitié du XXe siècle, antibiotiques et vaccination, on en parlera plus tard, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce ne sont plus les infections qui sont responsables de la majorité des décès de la population. Enfin, ça c'est au moins le cas pour ce qui est de la population des pays industrialisés. Il y a nombre de pays pauvres qui sont encore touchés par des maladies infectieuses, dont certaines connaissent pourtant un traitement. Aujourd'hui, donc, dans les pays dits riches, on compte plus de morts dues au tabagisme, aux accidents de la route, voire même au suicide, que de morts par des infections. Et hormis ces décès liés à ce qu'on pourrait appeler des habitudes de vie, avec toute l'ambiguïté que ça porte, ce terme, les pathologies les plus mortelles sont donc le diabète et le cancer, c'est-à-dire soit des pathologies auto-immunes, ou soit des pathologies qui résultent d'une interaction complexe entre l'organisme et l'environnement. Alors ces maladies, elles ne se transmettent pas, le diabète et le cancer, et bien que leur nombre de malades sont en augmentation constante, et qu'il est déjà très considérable, on ne peut donc pas parler d'épidémie. Donc ce sont un peu ces deux aspects qu'on va voir ensemble au cours de cette présentation. D'une part, les différents types d'agents pathogènes qui sont responsables donc d'une infection, et on se penchera un peu après sur les grandes classes de traitements à disposition pour lutter contre ces infections. Alors on va commencer par voir les trois types d'agents pathogènes responsables des infections. On l'a déjà dit un peu plus tôt, ces agents pathogènes, ce sont donc des êtres vivants. Et comme tout être vivant, ils vont chercher un milieu, un environnement qui leur permettra de se reproduire et donc de se multiplier. Quand ce milieu étant recherché est un autre organisme vivant, le pathogène va donc entrer en interaction avec cet organisme et provoquer des réactions délétères pouvant aboutir à la mort de l'organisme hôte. On distingue trois grandes familles d'agents responsables des maladies infectieuses,
les bactéries qu'on appelle historiquement bacilles, les parasites et les virus. Alors à qui s'attaquent ces pathogènes? À personne en fait en réalité. Ils obéissent qu'à la seule loi du vivant qui est de se reproduire quand les conditions le permettent. Il se trouve que dans certains cas, ces conditions sont remplies au sein d'un autre organisme, ce qui aura des conséquences parfois mortelles pour cet organisme. Mais ça ne répond à aucune stratégie ni volonté de la part de la bactérie ou du parasite. Au contraire même, si l'interaction entre l'organisme hôte et l'agent infectieux aboutit à la mort du premier, ça implique pour l'agent infectieux de trouver un nouvel environnement favorable sous peine de disparaître également. Donc l'infection et la maladie qui en résultent sont en réalité un déséquilibre qui est préjudiciable pour les deux parties. Et puis en plus, pour complexifier encore un peu les choses, des pathogènes peuvent eux-mêmes être la cible d'autres agents pathogènes. On trouve des virus infectant des bactéries, des parasites infectant des parasites, des bactéries infectant des parasites, des bactéries infectant des bactéries et des virus infectant d'autres virus. Bon, maintenant on va détailler un peu ensemble les différences entre ces trois agents infectieux. Alors on va commencer par les bactéries, donc, ou les bacilles. Les bactéries, c'est des êtres vivants unicellulaires, donc ils sont composés d'une seule cellule, que l'on retrouve absolument partout à la surface du globe, y compris dans des milieux a priori extrêmement hostiles comme les fonds marins ou les glaces de l'Antarctique. Donc ça veut dire que nous sommes en contact permanent avec elles, et nous en avons même dans notre corps. On estime qu'il y a plus de bactéries dans notre corps que de cellules qui composent ce corps. Et ces bactéries, elles interagissent quasiment en symbiose avec notre organisme. Et des recherches récentes ont d'ailleurs montré que des perturbations dans la flore bactérienne que nous avons dans le système digestif peuvent être liées à des pathologies mentales comme la dépression et voire même des cas de stress. Et certaines bactéries de notre flore intestinale produisent même des molécules antibiotiques qui nous protègent d'autres micro-organismes. Bref, tout ça pour dire que les bactéries sont loin d'être nocives et que seule une infime partie d'entre elles représente un danger pour l'homme. Alors pour illustrer ça, vous avez peut-être entendu parler d'infections à la bactérie Escherichia coli qui peuvent effectivement, dans certains cas, provoquer des diarrhées et des saignements intestinaux. Alors cette bactérie, elle est naturellement présente dans notre intestin et elle représente près de 80% de notre flore intestinale. Mais parfois, il arrive... Je peux essayer, ouais. Mais parfois, donc sous l'effet des mutations génétiques et du hasard, il peut apparaître une souche d'Escherichia coli qui devient pathogène pour l'organisme humain. Alors, les bactéries, on l'a dit, sont constituées d'une seule cellule de taille variable selon les espèces. Généralement, elle est de l'ordre de 1 micromètre, c'est-à-dire 1/1000 de mètre. Cette cellule, elle est composée d'une membrane plasmique, que vous voyez donc en vert, qui est protégée par une paroi cellulaire, en jaune ici, là sur le graphique, et tout ça, ça entoure un cytosol, donc un liquide au sein duquel baignent tous les composants moléculaires pour le fonctionnement de la cellule. Donc ça, c'est une cellule qu'on dit simple, comparée aux cellules plus complexes et spécialisées qu'on a dans notre corps. Et cette cellule, elle possède un matériel génétique sous forme d'ADN, qui est le nucléoïde, là, en rouge au milieu, et de fragments d'ADN appelés plasmides. Et ces fragments d'ADN, elle peut les échanger avec d'autres bactéries, on verra ça un peu plus tard. Une bactérie, ça se reproduit par division cellulaire, pour donner deux cellules filles complètement identiques. Donc pour cela, elle aura d'abord besoin de faire une copie de son ADN, puisque celui-ci va être partagé dans les deux cellules filles. Ça nécessite de l'énergie, donc des nutriments, donc un milieu favorable riche en nutriments. C'est pour ça que dès qu'une bactérie pathogène va se retrouver dans un organisme hôte, elle va se mettre à se reproduire de manière complètement acharnée, histoire de favoriser sa reproduction. Les bactéries pathogènes pour l'homme les plus célèbres sont la plupart du temps transportées par des animaux avant d'être transférées à l'homme. Donc c'est le cas de Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste que vous voyez en haut à gauche là, qui est transmise à l'homme par le biais de la puce du rat, qui est donc responsable des épidémies de peste du Moyen Âge. Mais c'est aussi le cas des rickettsi, des bactéries du typhus. Donc le typhus, c'est l'épidémie de peste d'Athènes, en fait c'est du typhus, qui sont transmises par le poulet, c'est ce que vous avez au milieu. Et des bactéries pathogènes peuvent aussi se rencontrer dans le milieu environnant et être ingérées parce que présentes dans l'eau contaminée ou dans les aliments. C'est notamment le cas de Vibrio cholerae, que vous voyez en haut à droite là, qui est responsable du choléra et d'épidémies dans les grandes capitales européennes au début du XIXe siècle. Et plus récemment, on a trouvé encore un autre vecteur de transmission d'une bactérie à l'homme, les climatiseurs. En fait, ceux-ci peuvent accueillir la bactérie Legionella pneumophila, que vous voyez là au centre, et la diffuser par l'air qu'ils soufflent. Et en fait, c'est le premier cas où le vecteur de transmission d'un agent pathogène, c'est plus un être vivant ni un moyen naturel comme l'eau, mais c'est un produit de la technologie humaine. Bon, voilà pour les bactéries. Maintenant, on va passer à la deuxième grande classe d'agents infectieux, les parasites. Donc les parasites, il y en a de toutes sortes, et on classe parmi les parasites tous les êtres vivants pathogènes qui infectent un autre organisme pour se reproduire, mais qui n'est pas une bactérie. Donc c'est assez large comme définition et ça rassemble les champignons comme Candida albicans au centre,
mais aussi les parasites unicellulaires comme Plasmodium, responsable du paludisme, en haut à gauche, ou les amibes, responsables de la dysenterie, en bas à gauche. Et également les parasites pluricellulaires, donc composés de plusieurs cellules, comme les vers, en bas à droite, ou les acariens. Donc comme c'est une famille un peu particulière, on va s'intéresser ensemble à un exemple en particulier, celui de Plasmodium falciparum, le parasite du paludisme. C'est un parasite unicellulaire dont la cellule est quand même beaucoup plus complexe que celle d'une bactérie. Et il se rapproche de la structure de nos cellules à nous. C'est-à-dire qu'elle est compartimentée, elle est divisée en plusieurs organites, dont un noyau qui comprend le matériel génétique, l'ADN, et des mitochondries qui peuvent apporter l'énergie que vous voyez en bas à gauche. Et surtout, cette cellule, elle possède toute la machinerie moléculaire nécessaire au fonctionnement de la cellule et à la production de ses protéines. Donc la particularité des parasites unicellulaires comme Plasmodium, c'est d'avoir un cycle de reproduction extrêmement complexe en plusieurs étapes. Donc, vous voyez le cycle qui est représenté au centre de la diapositive. Et deux de ces étapes consistent à infecter un autre organisme, à savoir le moustique et l'homme. Donc toutes les étapes qui sont à gauche dans le cycle, c'est ce qui se passe dans le moustique, et à droite, c'est ce qui se passe dans l'homme. Donc une fois dans le sang humain, ce parasite va d'abord infecter le foie avant de se loger dans les cellules sanguines, les globules rouges, puis se transformer en une nouvelle forme, les gamétocytes, et faire exploser les cellules sanguines en libérant des toxines. Donc les gamétocytes vont ensuite pouvoir être absorbés par une deuxième piqûre de moustique, et le cycle recommence, ainsi de suite, malade après malade. Donc le vecteur de transmission de Plasmodium, c'est le moustique Anophèle. Le moustique Anophèle, non seulement il infecte l'homme en le piquant une première fois, mais il récupère aussi le parasite libéré des cellules sanguines en le piquant une deuxième fois. Donc ce moustique, il est complètement endémique des zones tropicales, là où l'épidémie de paludisme touche et tue toujours chaque année des millions de personnes. Donc vous voyez sur la carte, en fait, les cas de malaria qui sont confirmés pour 1000 habitants, selon les pays. Et en fait, ça correspond quasiment à la répartition du moustique Anophèle, qui est vecteur du parasite Plasmodium. Troisième et dernière classe d'agents pathogènes, les virus. Alors ça, les virus, c'est véritablement des entités complètement à part. Ils sont généralement de taille inférieure à celle d'une bactérie, environ une centaine de nanomètres, soit 10 fois plus petit qu'une bactérie, mais on peut en trouver de la taille d'une bactérie comme le virus Ebola qui est en bas à gauche là, de la diapositive, et qui a une forme complètement bizarre, quoi. Il en existe de structures très différentes, comme vous pouvez le voir là, mais si on généralise, on peut dire qu'ils sont une version réduite à l'extrême d'une cellule. C'est-à-dire qu'ils ne possèdent qu'un fragment de matériel génétique, ça peut être de l'ADN ou de l'ARN, qui est inséré dans une membrane similaire à celle d'une cellule qu'on appelle une capside. Donc il ne leur manque pas simplement, comme pour les bactéries, des conditions favorables à leur reproduction, mais il leur manque également toute la machinerie d'une cellule. Ils n'ont pas les molécules qui permettent à leur matériel génétique de se dupliquer pour ensuite se répartir dans la descendance. Et comme ils ne sont pas autonomes donc, dans cette capacité de reproduction, il y a un certain nombre de scientifiques qui les excluent du monde du vivant, mais tout ça c'est un vaste débat. Alors pour pouvoir se reproduire, il faut donc non seulement qu'ils trouvent un terrain propice, mais surtout ils vont devoir détourner la machinerie cellulaire d'une cellule plus complexe. Donc c'est ce qui est représenté sur le schéma là que vous voyez sur la diapositive. Alors ils vont ainsi infecter une cellule d'un organisme hôte et la forcer à dupliquer de nombreuses fois le matériel génétique. Si on prend l'exemple du coronavirus, là comme sur le schéma, il présente à la surface de sa capside des espèces de petites piques formées de protéines, des grosses molécules. Donc ces protéines vont lui permettre de s'accrocher à la surface d'une cellule, de fusionner leurs deux membranes, donc ça c'est ce qu'on voit dans la première étape en haut à gauche, et ensuite donc de libérer son matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Ça c'est la deuxième étape entourée en bleu. La cellule va ensuite s'épuiser à produire le matériel étranger, ainsi que la capside du virus, jusqu'à être complètement remplie de ces nouveaux virions. Ça c'est la troisième étape. Et ensuite, donc, les virions vont émerger de la cellule en la faisant exploser et vont partir à l'assaut d'une nouvelle cellule qui se trouve généralement à proximité dans un organisme pluricellulaire. Donc c'est la quatrième étape, le relargage des virions. Et vous voyez en haut à droite donc une photo qui représente des virions en bleu du virus responsable du Covid-19 qui émergent d'une cellule en rouge. Mais ce sont donc également les protéines qu'il présente à la surface qui sont le point faible du virus. Une fois qu'elles sont reconnues par le système immunitaire d'un individu infecté comme étant des protéines étrangères, elles vont activer tout l'arsenal de défense immunitaire de l'organisme. Les anticorps, des lymphocytes, ce sont des cellules qui vont s'attaquer spécifiquement au virus, et tout un tas d'autres cellules. Alors, une fois qu'un organisme a été en contact avec un virus, il garde en mémoire la trace de son passage, et dès qu'il est en présence une nouvelle fois avec le virus, les défenses sont réactivées encore plus rapidement, c'est ce qu'on appelle l'immunité.
Les virus sont généralement transmis par le contact entre les individus d'une même population, c'est-à-dire le toucher, les postillons, les crachats, voire même les gouttelettes microscopiques portées par la respiration. Donc dans ces cas, le vecteur de la transmission, c'est la victime de l'infection en même temps, c'est une seule et même entité. Bon, ça, c'était les trois grandes classes d'agents pathogènes. Maintenant, on va voir comment ils apparaissent d'un point de vue biologique, ces pathogènes. Comment un micro-organisme devient à un moment donné un pathogène. Donc, pour exprimer le caractère pathogène, c'est-à-dire ce qu'il fait qui déclenche une maladie chez l'homme, les bactéries, les virus et les parasites doivent répondre à trois critères. D'une part, ils doivent acquérir ce caractère pathogène. Ensuite, ils doivent le transmettre à l'homme. Et enfin, ils doivent se propager parmi la population. Donc, dans la question de l'acquisition du caractère pathogène, la grande question, c'est de savoir s'il y a une origine biologique à l'apparition des pathogènes, et donc un moyen de contrôler cette apparition. Donc là, il faut déjà avoir une idée de comment une bactérie, ou un parasite, ou un virus, qui jusqu'ici était complètement inoffensif, peut devenir pathogène, sous-entendu pour l'homme. Donc il y a deux cas de figure. Soit la bactérie ou le virus en question est déjà au contact de l'homme, et elle acquiert à un moment donné une propriété qui la rend dangereuse, soit cette bactérie ou ce virus possède déjà un caractère pathogène potentiel pour l'homme, mais elle ne l'a encore jamais rencontré. Donc si on considère déjà le premier cas, c'est-à-dire le cas où une bactérie est déjà en contact avec l'homme, mais qu'elle n'est pas pathogène, elle n'a pas de caractère pathogène. C'est ce qui arrive quand on se trouve en présence d'une souche d'Escherichia coli qui est pathogène, alors que la grande majorité des souches auxquelles nous sommes exposés sont complètement inoffensives. La bactérie devient pathogène parce qu'elle a acquis par une mutation génétique de son ADN une nouvelle propriété qui est dangereuse pour l'homme. Et en fait, les mutations génétiques, ce n'est pas du tout un phénomène rare chez les bactéries, ni même chez les virus. Une bactérie, ça se divise en moyenne toutes les 20 minutes dans des conditions favorables. Donc c'est le graphe que vous voyez en bas à gauche, là, le schéma. Vous voyez qu'il y a une phase exponentielle de croissance des colonies bactériennes. Et donc dans cette phase exponentielle, vous avez une division toutes les 20 minutes de bactéries. Donc en partant d'une seule bactérie, en 8 heures, on a déjà une colonie de plus de 16 millions de cellules. Et à chaque division, il y a des chances qu'apparaisse une mutation génétique. Ces mutations, elles apparaissent quand la molécule qui est chargée de dupliquer l'ADN de la cellule mère, l'ADN polymérase, là, c'est la molécule en vert à droite, elle peut faire des erreurs dans la lecture du brin d'ADN et elle peut en changer le sens. Donc en moyenne, il y a une modification de l'ADN d'une bactérie toutes les 2 ou 3 divisions. Donc ça veut dire que la plupart d'entre elles touchent des segments de l'ADN qui ne servent à rien en fait. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de caractère pathogène. Mais sur le grand nombre de divisions cellulaires, il y a de fortes chances qu'il y a quand même, à un moment donné, une mutation qui apparaît dans un gène qui rend du coup cette bactérie pathogène. Alors pour le deuxième cas, c'est le cas où le caractère pathogène est préexistant à la rencontre avec l'homme. Donc c'est ce qui arrive à la grande majorité des virus qui nous touchent. Ils se développent généralement au sein d'une population réservoir d'animaux pour lesquels ils sont plus ou moins bénins, et ils se multiplient dans ces animaux en mutant, et peuvent également devenir dangereux pour l'homme. Ainsi, donc le VIH, le virus qui est responsable du sida, proviendrait d'une population de primates, et les coronavirus responsables de maladies à syndrome respiratoire aigu sévère, là, donc le SARS-CoV-2 ou le SARS-CoV, donc responsable du Covid-19, seraient issus de chauves-souris. Donc ces animaux, là à gauche, là, les chauves-souris et les primates, ça fonctionne vraiment comme des incubateurs pour ces virus qui varient extrêmement rapidement en leur sein. Alors les parasites comme le plasmodium sont un cas un peu à part, puisque en tant que parasites, ils se sont développés et ont évolué en parallèle de l'hôte qu'ils infectent généralement. Donc il est possible que leur dangerosité ait été acquise à la suite d'un processus évolutif un peu long et un peu complexe qui met en jeu à la fois l'hôte et son parasite, donc là en l'occurrence le moustique. Mais c'est également un processus qui peut avoir lieu chez les bactéries, puisque donc la bactérie responsable de la peste, elle se loge dans les trompes de la puce du rat, et elle a donc coévolué avec cette puce. La puce pique un mammifère plus gros, la bactérie vient obstruer la trompe et elle force la puce à accélérer son mécanisme de pompage du sang, ce qui propage encore plus la bactérie dans le système sanguin du mammifère. Alors, les micro-organismes comme les bactéries et les virus ont également en plus la possibilité de s'échanger du matériel génétique, parfois même entre différentes espèces. Donc c'est ce qu'on appelle la recombinaison. Une bactérie, par exemple à gauche, qui présente un caractère pathogène, peut ainsi la transmettre à une autre bactérie qui ne le possède pas par le biais de ce qu'on appelle un pili sexuel, c'est-à-dire un pont formé entre les deux bactéries. Et deux virus à droite, là, qui ont infecté la même cellule, puisqu'ils fusionnent tous les deux la même entité, peuvent s'échanger du matériel génétique. Ainsi, le virus de la grippe aviaire peut récupérer par ce mécanisme la possibilité de se transmettre très rapidement à l'homme depuis le virus de la grippe saisonnière. Donc ça, c'était les manières d'acquérir un caractère pathogène par les agents infectieux. Maintenant, comment se passe la rencontre avec l'homme?
Donc la plupart des agents pathogènes, ils entrent en contact avec l'homme de deux manières. Soit un animal transmet le pathogène à l'homme, c'est ce qu'on appelle franchir la barrière des espèces, soit le pathogène se trouve dans l'environnement et il est ingéré directement par l'homme. Alors l'ancêtre du parasite responsable du paludisme aurait ainsi été transmis à l'homme par une population de gorilles il y a 50 000 ans. Donc c'est une maladie qui est quasiment aussi ancienne que l'humanité. La bactérie de la peste se transmet également par le biais d'un animal, de deux animaux même, puisqu'il faut d'abord une rencontre avec le rat, puis avec sa puce. Et les coronavirus à SRAS, là, comme aujourd'hui, apparaissent chez les espèces de chauves-souris avant d'être transmis à l'homme, parfois par l'intermédiaire d'un deuxième animal comme le pangolin pour l'épidémie actuelle, mais ça c'est encore en débat. Et puis vous avez également les bactéries responsables du choléra, donc Vibrio cholerae, qui se trouvent elles dans les eaux souillées et qui est transmise à l'homme quand celui-ci la boit. Donc c'est le cas de certaines souches pathogènes des Escherichia coli qui prolifèrent dans la nourriture avariée par exemple. Alors ensuite, comment cette maladie elle se propage? Comment cet agent pathogène se propage dans la population? Une fois qu'il y a eu un premier contact avec l'homme, il faut que la maladie se propage. Là encore, il peut y avoir deux possibilités, c'est ce qui est représenté sur le schéma, en haut et en bas. Donc premier schéma, l'agent infectieux se transmet par le biais du toucher, du contact avec des surfaces souillées ou avec des gouttelettes de salive. Donc c'est le cas du Covid-19 aujourd'hui. Donc dans ce cas, le principal vecteur de la propagation sera l'homme lui-même en se déplaçant d'une région à un autre, d'un pays à un autre, et en rencontrant ses congénères. Et on peut noter dans ce cas de figure que l'animal il n'intervient qu'une seule fois pour contaminer le patient zéro. Ensuite, c'est l'homme qui prend le relais et qui se charge de propager la maladie au sein de la population. Deuxième cas de figure, c'est le cas du bas, l'agent infectieux ne se transmet que par le contact avec un animal. Ça, c'est le cas de la peste. Donc normalement, la maladie elle reste circonscrite aux zones où l'animal hôte est endémique, comme le paludisme avec l'anophèle ou la peste avec la puce du rat. Mais même dans ce cas, en fait, l'homme peut jouer un rôle en transportant avec lui l'animal hôte et donc propager indirectement la maladie. On va voir un petit peu des cas historiques qui illustrent un peu tout ça. Alors, premier cas historique, c'est la grande peste noire du XIVe siècle qui a touché l'ensemble de l'Europe et une bonne partie de l'Afrique à la fin du Moyen-Âge. Donc, elle est due à la bactérie Yersinia pestis, dont on a déjà parlé, et qui est transportée par la puce du rat. Celle-ci, elle aurait été ramenée avec son hôte par les Mongols de la Horde d'Or qui assiégèrent Kaffa, un port génois de la mer Noire. Donc l'épidémie aurait pu s'arrêter là, puisque les rats ils savent très bien nager, mais pas sur de très longues distances. Mais les Génois étant des marchands italiens qui commerçaient à travers toute la Méditerranée, ils emportèrent avec eux les rats qui disséminèrent leurs puces et la maladie. Et donc vous pouvez constater une correspondance quasi parfaite entre le trajet de propagation de la peste, en bas à droite, là, les flèches rouges qui traversent l'Europe, en partant de Kaffa et en passant par la Grèce avant de remonter l'Italie et la France et l'Allemagne, et puis les principales routes commerciales de l'époque, qui sont à gauche sur le schéma. Donc c'est le trajet en bleu, ça part de Kaffa aussi, et ça remonte vers Gênes et vers la France. Deuxième exemple, la colonisation de l'Amérique du Sud par les Européens au XVIe siècle. Donc les Européens, eux, ils étaient depuis longtemps immunisés ou au moins désensibilisés à différentes maladies d'origine virale, comme la variole, la rougeole, et ils étaient moins sensibles aux bactéries provoquant le typhus, la diphtérie ou la peste. Résultat, dès les premiers échanges entre les deux populations, quand les conquistadors sont arrivés sur le sol américain, les germes infectieux ont trouvé chez les Amérindiens un terrain idéal pour se propager. Alors la mortalité de ces maladies est encore un peu sujette à débat parmi les spécialistes, mais un chiffre qui semble assez raisonnable évoque l'idée de 55 à 60% de la population amérindienne qui serait décédée uniquement de ces maladies. Et là, il y a un graphique à gauche là, qui vous montre que le Mexique a connu en un siècle un effondrement démographique de 90% de sa population, quasiment uniquement dû à la variole, propagée par les conquistadors. Troisième exemple maintenant, la pandémie de choléra qui va frapper le monde entier au début du 19e siècle. Donc le choléra, c'est une maladie qui est associée à la pauvreté, puisque son agent infectieux, là, la bactérie Vibrio cholerae, elle se trouve dans les eaux souillées. Donc les pays ou quartiers les plus touchés par le choléra sont donc ceux qui n'ont pas accès à un réseau d'eau potable efficace, et généralement c'est les pays les plus pauvres. En 1820, donc, la maladie elle est partie de Calcutta, un port fluvial commerçant d'Inde, à partir de laquelle différents navires marchands l'ont propagée en Extrême-Orient d'abord, donc c'est ce que vous voyez à gauche, là en 1820, elle a atteint le Japon en 1822, puis au Moyen-Orient et en Afrique, donc c'est à droite là, où elle a atteint l'Europe vers 1823. Et les pandémies de choléra sont loin d'appartenir au passé, puisque depuis cette première pandémie, le monde en a connu 6 autres, dont la dernière s'est terminée en Amérique du Sud en 1991. Et même sans parler de pandémie, le choléra est encore endémique dans des pays où l'accès à l'eau potable est très restreint, comme Haïti en 2010, où la maladie aurait été apportée par des casques bleus de l'ONU, ou aujourd'hui encore dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Et l'épidémie de Covid-19 actuelle, elle n'échappe pas du tout au schéma de propagation par l'homme. Elle est partie d'un pangolin chassé et consommé sur un marché en Chine, avant de se propager en quelques mois sur l'ensemble de la planète. Et cette propagation a été encore plus rapide, d'une part parce que l'agent pathogène est un virus, l'homme est donc à la fois la victime et le vecteur de transmission, il n'y a pas d'intermédiaire animal ici, et d'autre part parce que les échanges humains sont immensément plus rapides qu'à l'époque des conquistadors. Imaginez qu'il n'a fallu que le temps d'un aller-retour par avion entre la Chine et le Massachusetts à un homme d'affaires pour contaminer les participants à un congrès et lancer l'épidémie dans cet état. Ce qui ressort de tous ces cas, c'est que même si l'homme n'est pas le vecteur de transmission de la maladie, par ses déplacements, par ses activités sociales et économiques qui couvrent aujourd'hui l'ensemble de la planète, il ne peut qu'être un facteur de propagation d'un agent pathogène. Donc maintenant qu'on a vu comment apparaissait un agent pathogène, qu'est-ce que c'est qu'un agent pathogène, on va voir quelles sont un peu les pistes de traitement face à ces agents pathogènes. Donc première mesure, les mesures de contrôle social et d'hygiène publique. Donc ce sont les premières mesures pour éviter de contracter des maladies infectieuses. C'est avant tout d'éviter une propagation de cette maladie et donc de minimiser les contacts entre les personnes. C'est le principe du confinement qu'on vit actuellement en fait. Donc c'est pas une idée nouvelle. Déjà lors de la peste d'Athènes, en réalité donc cette épidémie de typhus, Hippocrate proposait d'éloigner les populations. Mais en fait cela a véritablement été institué au XIVe siècle par les Vénitiens, qui étaient des marchands avec des marins, avec la mise en place donc de la quarantaine sur les bateaux et la construction de lazarets, qui sont de véritables îles-prisons pour enfermer les malades, et il y en a encore à Venise, là que vous voyez en haut à gauche. Mais on a vu ensemble aussi que le choléra se transmettait par les eaux contaminées. Donc une des premières politiques de santé publique mises en place dans les capitales européennes au XIXe siècle a consisté en l'établissement d'un réseau d'égouts et d'évacuation d'eau usée efficace. C'est ce qu'on voit au milieu là à Londres. Et plus généralement, ça concerne l'instauration de toutes les mesures d'hygiène publique auprès des populations, qui se sont souvent accompagnées de mesures coercitives pour les faire respecter, en tapant en priorité sur les pauvres, bien entendu, puisque les préjugés de classe étant ce qu'ils sont, surtout en matière de santé publique. Et puis il y a également des mesures d'hygiène qui ont été mises en place à l'hôpital au XIXe siècle, dans un lieu où la concentration des malades rendait le risque de contagion extrêmement élevé. Donc la désinfection, le lavage des mains avant chaque examen ou opération ont ainsi permis de réduire drastiquement le taux de contamination et donc le nombre de décès. Enfin, dernière mesure qu'on peut évoquer, l'éradication de l'animal vecteur de transmission. Il y a eu régulièrement de grandes campagnes d'extermination des rats de décharge pour éviter qu'ils ne propagent la peste. Et encore récemment, le meilleur moyen de lutter contre les virus comme le chikungunya ou des parasites transmis par les moustiques sont de vaporiser des insecticides à la surface des marques où ils se reproduisent. Mais à côté de ces mesures, la pharmacochimie a quand même découvert ou mis au point des traitements médicamenteux que nous allons voir maintenant. Alors d'abord, les traitements antibactériens, c'est-à-dire les antibiotiques. Donc les molécules antibiotiques sont efficaces contre les bactéries. La première molécule antibiotique découverte, la pénicilline, a été massivement utilisée durant la Seconde Guerre mondiale sur les champs de bataille pour éviter les infections chez les soldats. Alors c'est pas inintéressant de noter que les antibiotiques les plus utilisés actuellement ont été isolés d'autres micro-organismes. Il n'y en a quasiment aucun qui ont été synthétisés par l'homme de rien en fait. Par exemple, la pénicilline vient du champignon Penicillium notatum que vous voyez en haut à gauche, là, qui est un cousin de la moisissure du roquefort. La streptomycine et le chloramphénicol ont été isolés de bactéries Streptomyces en bas à gauche. Et l'amoxicilline est produite par une autre espèce de champignon Penicillium. Comme quoi, même s'ils sont des dangers pour notre santé, en fait, les micro-organismes sont sans doute aussi notre meilleure solution. Alors comment est-ce que ça fonctionne un antibiotique ? Il y a plusieurs mécanismes d'action là, qui sont représentés sur la diapositive, selon la molécule employée, mais généralement, ils agissent tous lors de la phase de division des bactéries qu'on a vue plus tôt. Soit en inhibant la synthèse de ce qui entoure la bactérie, donc de la paroi bactérienne, soit celle de la membrane plasmique, comme la gramicilline en haut à droite, soit celle des protéines, comme les streptomycines et le chloramphénicol, soit celle de l'ADN, comme les aminopoumarines. Et si une seule de ces étapes est perturbée, la division cellulaire ne pourra pas avoir lieu et il suffit d'une seule molécule d'antibiotique pour arrêter le processus. Alors ce sont donc des molécules extrêmement puissantes, mais à double tranchant. Les antibiotiques qu'on appelle à spectre large ne font pas de distinction quand on les ingère entre les bactéries de notre microbiote et celles qui nous envahissent. Donc s'ils sont utilisés en surdosage, les antibiotiques vont détruire toute flore intestinale et laisser le champ libre à une nouvelle colonisation par un pathogène. Et puis le deuxième problème qui commence à devenir assez inquiétant, c'est l'apparition de résistance à ces antibiotiques. Alors ces résistances, elles apparaissent par mutation, exactement comme un caractère pathogène, et si on n'utilise pas suffisamment ou trop régulièrement des antibiotiques, on va sélectionner les bactéries qui auront acquis cette résistance. Et cette résistance, en fait, c'est déjà une réalité, c'est déjà le cas de la tuberculose, comme vous pouvez le voir là sur la carte en face de vous. Donc cette maladie, la tuberculose, elle est provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis,
Et c'est actuellement la première cause de mortalité due à une infection sur la planète, devant le sida. Et la découverte de la streptomycine en 1943 a permis de quasiment l'éradiquer dans les pays d'Europe occidentale. Mais comme il n'y a eu aucune campagne d'éradication totale menée dans les pays pauvres où elle est encore endémique, eh bien on assiste à l'apparition de nouvelles souches résistantes, puis multirésistantes. Et récemment, il y a eu des cas en France où plus aucun cocktail antibiotique n'a été efficace contre la tuberculose. Et vous voyez que sur la carte, il y a encore entre 12 et 30% des cas de tuberculose en France qui sont dus à une bactérie multirésistante. Maintenant, on va passer au traitement contre les virus. Alors, les principaux traitements dirigés contre les virus ont pour effet d'amplifier la réaction immunitaire de l'organisme qui a naturellement lieu à l'entrée d'un agent pathogène dans le système sanguin. Donc, vous vous rappelez, on a dit les protéines à la surface des bactéries ou des virus, les fameuses piques protéiques, constituent des antigènes. Elles ne sont pas de la même catégorie que les protéines de notre corps. Donc, elles vont être directement reconnues par des grosses cellules spécialisées dans la destruction de ces agents étrangers, qu'on appelle les phagocytes et les macrophages. C'est ce que vous voyez à gauche, là, qu'on appelle la réaction immunitaire rapide. Si cette réaction immunitaire rapide ne suffit pas, il va se mettre en marche un second mécanisme qui est détaillé à droite, qui est très détaillé, mais en gros, il y a un troisième type de cellules, les lymphocytes B, qu'on appelle qui sont des globules blancs, qui vont reconnaître les protéines étrangères, qui vont activer la production d'anticorps. Donc les anticorps, ce sont de grosses molécules qui vont venir s'accrocher spécifiquement à la surface de la bactérie ou du virus. Et les macrophages, donc les cellules qui vont grignoter les bactéries ou les virus, vont se fixer aux anticorps et détruire la bactérie ou le virus qui est accroché. Donc l'intérêt de cette deuxième réaction qui produit des anticorps, c'est qu'une fois produits, les anticorps vont rester dans le corps humain et vont garder en mémoire le passage de la bactérie ou du virus en question. Donc si l'organisme y est de nouveau exposé, la réponse immunitaire sera tellement rapide qu'il ne pourra pas se développer. C'est ce qu'on appelle l'immunité. Donc dans le cadre des virus, l'objectif c'est d'acquérir cette immunité, et si possible, avant. Donc pour cela, on a deux solutions pour être immunisé. Soit on s'expose volontairement au virus, on espère en ressortir vivant et on est immunisé, soit on se fait vacciner. Donc le principe de la vaccination, c'est connu depuis très longtemps. Les Turcs s'y vaccinaient déjà de manière empirique contre la variole au XVIIe siècle, mais c'est Pasteur qui l'a généralisé à toutes les maladies infectieuses au XIXe. C'est aussi le seul traitement qui a permis l'éradication totale d'une maladie de la surface de la planète, la variole, dans les années 1960-1970. En haut à droite, vous voyez sur la carte, en gris, c'est tous les pays qui avaient la variole en 1959. En 1977, il n'y a plus un seul cas de variole. Donc, on introduit, comment ça fonctionne, la vaccination? On introduit une forme rendue inoffensive du virus dans le corps, de manière à ce que la réaction immunitaire se mette en place, que le corps produise des anticorps, et que ce soit sans danger pour ce corps. Et ainsi, grâce à l'immunité acquise, dès que le corps sera exposé aux microbes virulents, il réagira de suite et le virus sera inactif. Mais alors, que fait-on quand il n'y a pas de vaccin? Parce qu'il peut y arriver que certains virus mutent trop rapidement pour qu'un vaccin soit efficace en permanence. C'est le cas par exemple de la grippe saisonnière, qui revient chaque année, donc il faut se faire vacciner chaque année. Et le cas extrême, c'est le VIH. Ce virus mute tellement rapidement, donc celui qui est responsable du sida, qu'il n'est même pas possible de faire un vaccin pour une durée déterminée. Donc il peut aussi arriver que le virus étant nouveau, il n'existe encore aucun vaccin disponible, comme c'est le cas pour le SARS-CoV-2 aujourd'hui. Dans ce cas-là, il faut essayer de trouver des molécules qui puissent ralentir ou détruire complètement le virus dans l'organisme. Donc maintenant, pour conclure, on va essayer de voir ensemble les différentes pistes qui existent contre le virus, le coronavirus aujourd'hui, responsable du Covid-19. Donc il y a déjà quelques pistes, mais l'analyse de leur efficacité prendra forcément du temps avec un suivi des patients sur du court, du moyen et même du long terme, pour voir s'ils ne développent pas tardivement des maladies associées comme des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Alors quels sont les principes de ces traitements? On va voir les principaux, ceux qui sont testés dans le cadre de l'essai européen Discovery qui est actuellement en cours. Donc d'une part, on reprend le schéma de la multiplication du virus avec première étape, il se fixe, deuxième étape, il insère son matériel génétique dans la cellule, troisième étape, il duplique son matériel génétique et quatrième étape, il est relargué. Le remdesivir, qui est initialement développé contre le virus Ebola, lui, il viendrait perturber la troisième étape, c'est-à-dire la reproduction du matériel génétique du virus. Le lopinavir et le ritonavir, eux, ils viendraient perturber la synthèse des protéines qui forment la cage, donc la membrane du virus. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de la chloroquine, donc l'hydroxychloroquine, c'est un de ses dérivés. Normalement, elle est indiquée contre le traitement du rhumatisme et du lupus. Et elle était aussi utilisée comme antipalydique, mais le parasite a développé des résistances. Alors aujourd'hui, elle pourrait
elle pourrait être utilisée afin de ralentir, dans certains cas, l'emballement de la réaction immunitaire. Pourquoi? Parce que cette réaction immunitaire, elle peut être la cause de certains décès dus au Covid-19. Donc vous voyez, c'est uniquement pour certains patients déjà. Mais tous ces traitements, ils sont encore à l'étude, parce que comme toute molécule pharmacologique, ils viennent perturber le bon fonctionnement de l'organisme en même temps que celui du pathogène. Et à propos notamment de l'hydroxychloroquine, une dernière étude vient de sortir hier ou avant-hier. Sanofi annonçait la mise à disposition de 100 millions de doses. Il y avait une étude qui concluait sur le fait que cette hydroxychloroquine, elle était dangereuse et que ses effets secondaires pouvaient amener à la mort. Donc, c'est pas donné, quoi. Ben, il reste la mise au point d'un vaccin. Dernière solution. Alors, c'est une solution qui est simple sur le papier, mais c'est un processus qui est complexe et forcément lent. Les scientifiques, ils tablent sur 1 an à 18 mois de mise au point. C'est pas tant le manque de moyens qui leur font dire ça, parce qu'il y a quand même de nombreux laboratoires pharmaceutiques qui sont plutôt bien dotés financièrement, qui se sont lancés dans la course en espérant trouver la poule aux œufs d'or pour eux. Alors, quel est le principe? Il s'agit d'identifier un fragment du virus qui serait inoffensif et qui provoquerait une réaction immunitaire suffisante pour bloquer le virus quand il arriverait. Mais même si la structure du virus est simple, les candidats sont nombreux. Il y a différents types de pics protéiques de la capside, il y a les molécules au sein du virus, il y a le matériel génétique, et pour chacun de ces candidats, il faut à chaque fois trouver le moyen de le stocker sans qu'il se dégrade, puisque ce sont des molécules biologiques très fragiles, de l'injecter facilement, de voir qu'il ne soit pas dégradé par l'organisme avant d'avoir déclenché la réaction immunitaire, qu'il ne provoque pas de toxicité sur le court ou sur le long terme, et surtout qu'il déclenche une réaction immunitaire efficace pour l'arrivée du vrai virus. Donc il y a quelques pistes qui sont en cours d'étude, mais ça, malheureusement, ça prendra forcément du temps. Et d'autant plus de temps que, malheureusement, les scientifiques commencent à se demander actuellement si l'immunité d'un tel vaccin serait efficace sur le long terme, vu la capacité de mutation du virus, exactement un peu comme une nouvelle grippe saisonnière. Voilà, donc moi j'ai fini avec la présentation des aspects un peu scientifiques de ce qu'est un agent pathogène et comment on pourrait traiter un agent pathogène. Je passe maintenant la parole à Martin qui va vous détailler un peu comment l'homme crée des conditions favorables à l'émergence de ces pathogènes.